Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre émission de débat, de chronique et de reportage sur Public Sénat. Vous le savez, la promesse est dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. C'est une visite très attendue, le président américain Joe Biden se rend en Israël demain. Peut-il jouer un rôle de médiateur? L'offensive terrestre des soldats de Tsahal est-elle inéluctable? Comment les diplomates peuvent-ils empêcher une extension du conflit? On répond à toutes ces questions avec nos invités experts dans une minute. Et puis pour notre second débat, cette question: comment protéger nos écoles face aux menaces terroristes? Aujourd'hui, la commission d'enquête du Sénat sur les pressions, menaces et agressions visant les enseignants recevait l'une des sœurs de Samuel Paty 3 ans après son assassinat, 4 jours après la mort de Dominique Bernard. Perdre l'école, ce n'est pas perdre une bataille ni offrir une prise de guerre à l'adversaire, c'est perdre la guerre. La sécurité, la défense de la laïcité, le contenu des programmes face aux pressions des islamistes et des extrémistes politico-religieux. Dans 3 quarts d'heure, on détaille ce qui a été fait ou pas pour sanctuariser nos établissements scolaires. Mais d'abord, le récit de cette 11e journée de guerre avec le bilan côté français qui s'alourdit. Flora Sauvage. 21 Français sont morts et 11 sont toujours portés disparus. Interpellé par la mère d'une otage franco-israélienne après la diffusion d'une vidéo de sa fille par le Hamas, Emmanuel Macron a assuré depuis Tirana, où il était en déplacement, que la France était pleinement mobilisée pour obtenir la libération des otages retenus à Gaza. Nous sommes heure par heure au suivi de ces discussions et je veux dire, en tout cas à la famille de Miachem et à toutes les familles, que nous faisons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir sa libération comme celle des autres otages. Depuis l'attaque surprise du Hamas, qui a provoqué la mort de 1400 personnes en Israël, le bilan ne cesse de s'alourdir à Gaza. On compte déjà 3000 morts, dont des centaines d'enfants. Sous blocus total, 1 million de personnes ont fui dans le sud de la bande de Gaza pour échapper aux bombes israéliennes. L'Union européenne va ouvrir un pont aérien humanitaire via l'Égypte, car le temps presse. Il ne reste de l'eau que pour 24 heures dans l'enclave, placée en état de siège depuis le 9 octobre par Israël. Nous avons demandé à Israël qu'il mène ses activités de défense dans le respect du droit international, qu'il ouvre des couloirs humanitaires pour permettre d'apporter de l'aide à Gaza et de protéger les civils. Je suis sûr que ce sera également le message du président des États-Unis. Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz est le premier chef de gouvernement à se rendre dans l'État hébreu depuis l'attaque du Hamas, le président américain Joe Biden se rendra mercredi en Israël pour rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il se rendra ensuite en Jordanie pour rencontrer le roi Abdallah, le président égyptien et le président de l'autorité palestinienne. La communauté internationale craint notamment une escalade du conflit entre le Hezbollah libanais, allié du Hamas, et l'armée israélienne après des affrontements à la frontière entre le Liban et Israël. La visite de Joe Biden, le travail, le jeu des diplomates, mais aussi l'éventuelle offensive terrestre sur Gaza. On en parle tout de suite avec mes invités, le général Christophe Gomard. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Un chef du renseignement militaire. Anne Désine, bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur des universités, juriste spécialiste des États-Unis et vous publiez ce livre, Les États-Unis et la démocratie, aux éditions L'Harmattan. Pierre Razou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, coordinateur de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Et Laetitia Krupa, bonsoir Laetitia, éditorialiste politique, bienvenue à vous. Christophe Gomard, on commence par l'offensive terrestre si vous le voulez bien. Est-ce qu'elle est inéluctable pour vous, Christophe Gomard? De mon point de vue, Israël n'a pas d'autre issue que d'attaquer en réalité. Compte tenu de l'émotion qui est la leur, compte tenu de la défaite et compte tenu du fait qu'ils veulent continuer à montrer leur puissance. Je crois qu'ils prennent leur temps. Ça permet de recueillir du renseignement, ça permet de préparer encore mieux les troupes. Je pense que quand le temps du deuil sera fini, c'est-à-dire quand ils auront enterré toutes les nombreuses victimes qui ont été assassinées dans les kibboutz ou lors de cette rave party, il me semble, et ils attendent sans doute également la visite du président américain. Oui. Mais il est probable que lors du départ de ce dernier, l'offensive débutera, même si ça garde un effet de surprise quand même pour surprendre le Hamas, et ce qui permet également à une certaine partie de la population d'évacuer le nord
comme les Israéliens l'ont demandé, de façon à éviter effectivement ce qu'on appelle dans notre jargon les dommages collatéraux, c'est-à-dire le fait d'éviter de tuer des malheureux civils qui n'ont rien demandé. Alors effectivement, on voit mal les Israéliens déclencher leur offensive terrestre alors que Joe Biden est dans leur pays ou même dans la région. On peut dire que ça laisse un peu de répit aux civils palestiniens, Ndezine. C'est quoi l'objectif de cette visite de Joe Biden? Est-ce qu'il peut demander, aux Israéliens d'attendre encore, de laisser peut-être du temps à une négociation, à autre chose? Alors, la stratégie américaine est claire. Elle a été très bien expliquée par le secrétaire aux Affaires étrangères, Blinken, qui a dit qu'il y a 4 objectifs. Répéter notre soutien total à Israël, empêcher que la région ne s'embrase, mais empêcher aussi les retombées dans nos États et la crise humanitaire. À Gaza. À Gaza, c'est-à-dire travailler là-dessus. Voilà, vous le mettez en dernier, et ça sera peut-être le premier objectif de la visite. Oui, sauf que c'était le 4e que mentionnait Blinken. C'est devenu le premier pour le président Biden, qui a eu une longue conversation téléphonique avec son homologue Netanyahou le dimanche. Et pendant ce temps-là, Blinken et les Israéliens, paraît-il, dans des pièces séparées, essayaient de se mettre d'accord sur des points de mise en place de cette aide humanitaire. Mais l'une des raisons, pour moi, de la venue de Biden, c'est aussi de rappeler à Netanyahou ce qu'il lui a dit à plusieurs reprises et ce qu'il a dit dans ses discours, c'est que certes, il fallait que les Israéliens envahissent, qu'ils essaient d'éliminer le Hamas, mais ça devait se faire dans le respect de nos valeurs communes. Donc pas d'assassinat massif de civils, un certain respect du droit humanitaire, et je pense que leurs conversations vont certainement tourner autour de ce sujet. Alors que, je rebondis tout de suite sur ce que vous venez de dire, parce qu'il y a depuis plusieurs jours des informations qui circulent sur l'utilisation par l'armée israélienne de phosphore blanc, de munitions au phosphore blanc. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer, Pierre Razou, là-dessus. Déjà, est-ce qu'on est dans le droit international ou est-ce que ce sont des munitions interdites ? Alors, je ne suis pas juriste, donc j'aurais du mal à vous éclairer sur ce point-là. Je voudrais juste, si je peux rebondir sur ce qu'on disait sur la venue de Biden. Je crois aussi qu'il vient pour 2 raisons très claires. Un, c'est afficher une dissuasion très claire face au Hezbollah, tout en ménageant l'Iran. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis le début de la guerre, le message est à la fois sur le thème les Iraniens n'ont pas intérêt, et ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ils n'ont pas intérêt à rentrer directement dans ce conflit, ce qui ne les empêche pas forcément d'instrumentaliser le Hezbollah. Et si le Hezbollah rentrait dans un conflit, clairement leur faire comprendre qu'avec 2 porte-avions, avec 2000 soldats américains mis en alerte, qui pourraient, en cas d'offensive, venir à la frontière, par exemple, dans les villes ou à la frontière nord, pour dire si vous tapez sur Israël, vous tapez sur les États-Unis, avec toutes les conséquences qui s'en sortent. On est dans la dissuasion. Alors, et le deuxième. Oui, on y reviendra un peu plus tard sur le risque d'extension du conflit, si vous le voulez bien. Mais donc je reste quand même sur ma question, puisque c'est vous qui l'évoquiez. Le phosphore blanc, un mot de précision. Est-ce que ce sont quel type de munitions interdits, oui ou non? Parce qu'il y a une polémique qui est en train d'enfler là-dessus. Et ensuite, on reviendra vraiment sur la question de l'offensive. En fait, les bombes au phosphore, si vous voulez, c'est ce que les Américains ont utilisé à Dresde. Lorsque, en 44 ou 45, ils ont 45, je crois, bombardé la ville de Dresde, c'était avec du phosphore. Donc effectivement, ça met des incendies à peu près partout et ça brûle les gens également. Donc en fait, je ne pense pas qu'ils utilisent ça sincèrement. Certes, ils ont une vraie envie de vengeance, mais ils n'iront pas jusque-là. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les matériels qui sont les leurs, un armement puissant et massif. Et on voit bien à travers les bombardements effectués ces derniers jours, d'abord ils n'utilisent pas dans leurs bombes, ils ont effectué plus de 6000 bombardements en quelques jours, ce qui est en fait gigantesque déjà. Alors il y a plusieurs ONG localement qui disent qu'il y a des signes d'utilisation. Bref, voilà, on sait bien qu'en temps de guerre, c'est compliqué de faire confiance à toutes les sources. Comment cette offensive terrestre pourrait se passer, Pierre Razou? À quoi ça peut ressembler? Alors il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario, on va dire, disons massif. Qui voudrait voir plusieurs percées latérales, c'est-à-dire les unités blindées et mécanisées qui partent de la barrière de sécurité, qui foncent vers la côte, vers la mer, pour en fait segmenter en plusieurs tronçons la bande de Gaza, pour isoler la partie la plus au nord, là où est Gaza City, pour ensuite dans la foulée, alors tout ça se passerait de nuit très certainement, pour lancer une offensive majeure en encerclant Gaza, c'est-à-dire depuis tous les côtés, y compris depuis la mer, y compris depuis l'air, c'est-à-dire avec des
dépôts, enfin je veux dire avec des commandos aéroportés ou aéromobiles déposés, pour prendre le contrôle des objectifs stratégiques, les carrefours, etc., les grandes avenues. Mais ça ne résout rien. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut point par point récupérer les quartiers, les immeubles, les endroits aussi. Le sous-sol. Ce qui veut dire que la guerre se déroulerait sur 4 niveaux. C'est-à-dire au niveau souterrain, les tunnels, les caves, au niveau du sol, c'est-à-dire des avenues, des rues, des rez-de-chaussée, dans les bâtiments et sur le toit des bâtiments. Et est-ce que les dignitaires du Hamas sont les premières cibles? Est-ce que c'est aussi une cible? Oui, je pense. C'est de finalement faire disparaître. Ils ne sont pas tous là. Bah, on suppose qu'il y en a certains qui sont là, oui. Les vrais sont à Dubaï. Oui. Voilà. Disons qu'il y en a qui ont probablement réussi à s'exfiltrer. Ou en Iran. Les grands décideurs, entre guillemets, qui sont au Qatar ou ailleurs. Et donc, en fait, restent les opérationnels ou les opératifs sur place. Et alors ça, c'est le scénario optimal. Sinon, on peut penser que, quand je dis optimal, enfin le plus massif, donc qui causerait probablement beaucoup de morts. Et si Biden aussi est là, c'est probablement pour anticiper les dégâts et les pertes, pour dire à Netanyahou, au cas où vous ne l'auriez pas compris, on rentre dans une guerre médiatique, c'est-à-dire que le temps du deuil, comme disait le général Gomar, étant passé, on rentre dans une guerre médiatique, et si vous faites, entre guillemets, n'importe quoi, les Iraniens, les Qatariens, les Turcs vont se ruer là-dessus et vous allez perdre la guerre médiatique. Oui, c'est-à-dire que le poids, l'émotion provoquée par l'attaque du Hamas, les actes terroristes, les horreurs qui ont circulé aussi sur les médias sociaux, ces images, cette émotion, elle sera petit à petit submergée, remplacée par l'émotion des victimes civiles de Gaza. C'est ce que vous êtes. C'est là-dessus qu'il faut se préparer à ça. Et c'est un des messages que Biden veut faire passer. Oui, certainement. Et on voit bien que même en Israël, les généraux, et notamment Benny Gantz, qui connaît très bien les affaires militaires, ne sont pas forcément tous sur la même ligne. C'est-à-dire qu'ils comprennent bien que, justement, pour se donner des chances de retarder l'impact négatif des médias, il faut peut-être prévoir, et c'est la réponse aussi à votre question, une autre tactique qui concernerait en fait à faire des raids ponctuels, ce qu'on appelle des hit and run, c'est-à-dire on rentre, on cherche des otages, on essaye de les libérer, évidemment vivants si possible, mais s'ils sont tués dans les combats, on les ramène en Israël. Et d'éliminer évidemment des dirigeants opérationnels du Hamas, rentrer de l'autre côté de la frontière et continuer comme ça. D'accord, sans devenir une force d'occupation d'une certaine façon, ce qui retarde peut-être l'offensive terrestre sur Gaza. Il y a une autre question, c'est le manque de préparation des réservistes. Écoutez ce qu'en disait ce matin le journaliste franco-israélien, qui est également le directeur de la rédaction de Libération, Dov Alfan. On a déjà sur 300 000 réservistes, mais beaucoup de ces réservistes sont des logistiques, des renseignements, ne se sont pas entraînés depuis des mois. Pourquoi? Parce que soit Gaza n'était pas dans l'ordre des priorités du gouvernement israélien, soit ils faisaient partie des refusniks qui manifestaient chaque samedi soir contre Netanyahou et donc ont refusé d'aller dans leur unité de réserve. Cela fait au moins 1 an. Et donc il faut préparer tous ces gens-là. Il faut que les vrais commandos arrivent. Il faut que la météo soit meilleure, comme tout le système de liaison entre l'air et les forces de tanks, infanterie et renseignement est lié aussi à la météo. Et elle est comment la météo là au Proche-Orient? Diluvienne, cela fait 2 jours. Ça se calmera avec la venue de Joe Biden. Alors on reparlera peut-être de l'élément météo, mais Christophe Gomar, je lisais dans le quotidien Le Monde un article passionnant sur l'impact psychologique de l'attaque du Hamas sur les soldats israéliens. Il y a eu près de 300, je crois 291 morts, c'est le chiffre officiel. Est-ce que le rapport de force avec le groupe armé islamiste, avec le Hamas, s'est en partie inversé avec cette attaque? Non. Je dis en partie. Il y a un effet psychologique très fort, en effet. D'abord, jamais ils n'ont imaginé une telle attaque. C'est-à-dire que même dans les scénarios les plus fous, jamais ils n'imaginaient que 2500 combattants du Hamas franchiraient une frontière jugée infranchissable, un dôme de fer jugé sûr à presque 100%. Et ça, c'est la protection aérienne. Et une armée, un dispositif militaire suffisamment puissant pour dissuader toute tentative. Donc il y a effectivement un choc psychologique très très fort. Maintenant, quand on voit que des réservistes même sont venus de France, sont venus d'autres pays pour renforcer cette armée, non, il y a une vraie positivité chez eux, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont envie
en effet d'aller au combat pour éradiquer le Hamas. Et quand on entend les discours d'un certain nombre de personnalités de religion juive qui sont là, tous disent il faut éradiquer le Hamas. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté de se battre. Sur la préparation ou l'impréparation des réservistes. Oui, ça, c'est ce que disait le journaliste chef de la rédaction de Libération. Oui, il a en partie raison. Il a raison sur la météo. Il a raison également, un point qu'il ne cite pas, c'est la préparation vis-à-vis du Hezbollah. C'est-à-dire qu'en fait, renforcer la frontière côté libanais, de façon à éviter une offensive au nord pendant l'attaque, effectivement, sur Gaza. Donc, effectivement, il y a tout un tas de raisons pour laquelle, effectivement, ils ont sans doute retardé leur attaque, ce qui permet évidemment une bien meilleure préparation, puisque les gens ont rejoint leurs unités, ont pu à nouveau tirer, etc. Et est-ce que le fait de retarder comme cela, ça ne renforce pas aussi le camp adverse, c'est-à-dire qu'on a le temps de se préparer, c'est quand même aussi un handicap pour Israël? Alors pour moi, côté Hamas, soit c'était une tentative, j'allais dire une attaque suicide, au sens où ils savaient qu'il n'y aurait pas de retour, soit il y a un deuxième temps dans leur stratégie, et c'est ce qu'on va voir lorsque effectivement Israël va attaquer. Mais ce qui profite aujourd'hui à l'armée israélienne, c'est effectivement le temps de faire du renseignement. J'imagine bien qu'il y a sans doute des incursions hit and run pour aller chercher de l'information, quitte à trouver des sources humaines, des gens qui n'ont pas envie de voir le Hamas ou peut-être qui ont envie de se faire exfiltrer. Ça reste possible, ils ont peut-être exfiltré des Palestiniens, ça on n'en sait rien, de façon effectivement à obtenir du renseignement, en particulier sur les tunnels, parce que la vraie difficulté d'Israël aujourd'hui, ça va être ce combat dans les tunnels, dont on a vu dans les reportages et j'allais dire les vidéos de propagande du Hamas, des tunnels qui ressemblent un peu à notre ligne Maginot. Souvenons-nous, effectivement, on voyait ces grands couloirs éclairés, dans lesquels, c'est des tunnels, il y a des centaines de kilomètres, ils appellent ça le métro de Gaza d'ailleurs, et je pense que ça va être des combats très très compliqués. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Anne Désine, c'est une information que le Pentagone a fournie cet après-midi, 2000 militaires américains placés en état d'alerte dans la région. On parlera tout à l'heure de l'Iran, du risque d'extension, mais si on reste sur l'hypothèse d'une offensive terrestre, est-ce qu'il peut y avoir des forces spéciales américaines qui participent à cette offensive, puisque, on le sait, il y a des otages binationaux, et notamment des américano-israéliens? Pour le moment, personne ne dit cela. D'accord. Simplement, il y a un grand déploiement. Alors, le général saura mieux que moi, mais il y a 2 porte-avions, un sous-marin. Enfin, il y a un déploiement vraiment considérable. Et 2000 hommes, c'est beaucoup. Mais il faut bien voir que ce qu'a pu faire Biden pour le moment, cela relève de sa prérogative exécutive. De même que quand il a réenvoyé des munitions, etc. Pour le moment, tout va bien. Il n'a pas besoin de faire appel au Congrès? Voilà, sauf que le Congrès est dysfonctionnel. Vous savez que les Républicains sont incapables d'élire un speaker. Donc, aucun projet de budget pour voter de l'aide. Alors, il y a ensuite la stratégie. Est-ce que Biden essaie de faire un package Israël plus Ukraine dans le même paquet, si j'ose dire, avec peut-être un petit peu de budget pour eux, parce que le 17 novembre, ils n'ont plus d'argent. Donc, ils mettent la clé sous le paillasson et l'administration s'arrête. Là, c'est l'administration américaine. Oui, c'est le shutdown. Voilà, exactement. Et donc, là, nous n'en sommes même pas là. Mais nous n'en sommes même pas à dire est-ce que Biden va réussir à faire des coalitions, parce que Israël est soutenu par les 2 grands partis. Il y a eu des résolutions qui ont été signées, qui ont été votées, mais dans les 2 partis, alors l'aile droite, les MAGA, les fameux MAGA et Jim Jordan disent c'est fini l'aide, c'est l'Amérique d'abord. Et à gauche... Pareil pour l'Ukraine? Oui, surtout pour l'Ukraine, mais un peu pour Israël. Et l'aile gauche du Parti démocrate trouve que Biden est trop du côté d'Israël et qu'il faudrait rappeler l'historique, le fait qu'Israël a une partie de responsabilité dans ce qui se passe et qu'il faudrait plutôt appeler à un cessez-le-feu. Donc il va devoir naviguer de façon très très compliquée si un jour les Républicains élisent un speaker, ou bien s'il y a... Le speaker, c'est c'est le président des Républicains qui est ipso facto le président de la Chambre. Mais en l'état actuel des choses, aucun projet ne peut venir au vote si le speaker n'a pas accepté. Donc, on est dans cette situation où, pour le moment, Biden fait semblant d'envoyer de l'argent, des troupes, parce qu'il peut, ça relève... Et pour le 2e porte-avions, il n'y a pas besoin d'avoir le vote du Congrès? Non, parce que c'est le déplacer. Et donc ça relève du ministre de la Défense, du chef d'état-major des armées. Bon, voilà. Donc pour le moment, tout va bien. Mais nous sommes à 1 semaine, 2 semaines d'un moment où il faudra l'intervention
du Congrès. Et honnêtement, vu ce qui se passe à la Chambre des représentants, à part si les républicains, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on appelle les problem solvers, ceux qui veulent régler les problèmes, se rendent compte qu'ils sont dans l'impasse et ils acceptent de traiter avec les démocrates et l'ensemble, les modérés plus les démocrates élisent un speaker modéré avec des réformes, de façon à ce qu'il ne puisse pas être renversé, de façon à ce que tout un tas de choses, Biden sera dans l'impasse. Donc c'est compliqué. Alors, je reste sur ce thème de l'intervention militaire terrestre, même si on a compris qu'elle irait au-delà d'une seule intervention terrestre. On va demander à Quentin Calmet de nous rejoindre pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. On va remonter presque 10 ans en arrière, 2014 pour se souvenir. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Une précédente opération israélienne dans Gaza, c'était l'opération Bordure protectrice. Voilà, en 2014, effectivement, il s'agit alors déjà de la 3e guerre à Gaza en moins de 6 ans. Les faits sont toujours les mêmes entre 2008 et 2014. Le Hamas, aux commandes de la bande de Gaza depuis les législatives de janvier 2006, lance à chaque fois des roquettes sur Israël qui répond par la force. Gaza devient véritablement, Thomas, le point d'accroche du conflit israélo-palestinien dans ces années-là. Mais en 2014, des exactions sordides viennent encore tendre un peu plus la situation. Le 12 juin, 3 adolescents israéliens sont enlevés en Cisjordanie, retrouvés morts le 30 juin. En représailles, un adolescent palestinien est enlevé et assassiné le 2 juillet par un groupe extrémiste israélien. Les 7 et 8 juillet, des tirs de roquettes revendiqués par le Hamas font alors 4 victimes civiles israéliennes. Les roquettes du Hamas visent Jérusalem et Tel Aviv, poussant les populations à se réfugier dans des abris. Et donc l'armée israélienne va faire une incursion dans la bande de Gaza. Voilà, la première étape pour l'armée israélienne en 2014, ce sont les bombardements des sites stratégiques, ce qui en fait rappelle, on comprend ce qui se joue aujourd'hui. Puis les tanks se positionnent autour de la bande de Gaza. Là encore, on est en train de voir la même chose se reproduire 9 ans plus tard. Sur des images fournies par Tsahal, on voit des militaires viser d'abord les tunnels qui relient la bande de Gaza à l'extérieur de l'enclave, à proximité des kibboutz qui bordent Gaza. Nous sommes le 19 juillet 2014. Dans une autre vidéo que je voulais vous montrer, les soldats israéliens menant des opérations dans Gaza sont pris dans des échanges de tirs et ils trouvent dans des caches dans ces tunnels une arme du Hamas qu'ils vont sortir. Ce sont clairement ces tunnels qui sont l'objectif précis de Tsahal à l'époque. Et dans une note publiée 3 ans plus tard, on apprend de la part du ministère de la Défense qu'au total, 32 tunnels ont été détruits pendant Bordure protectrice, dont 14 conduisaient vers le territoire israélien et pouvaient servir de voie secrète d'accès pour une opération terroriste, par exemple, contre les communautés frontalières. Il y aurait aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de kilomètres de galeries dans Gaza contrôlées par le Hamas. Ils seront une cible essentielle, on le comprend Thomas, et un labyrinthe qui va énormément compliquer aussi l'assaut israélien sur Gaza. Et quel a été le bilan de cette opération en 2014 ? 45 jours de combats meurtriers entre le 8 juillet et le 26 août 2014 avec un bilan lourd pour les populations civiles, 2000 victimes, 12 000 blessés palestiniens. Israël a vu la mort de 70 personnes, dont 64 soldats dans cette opération. 64 soldats, et d'ailleurs, Thomas, vous le disiez tout à l'heure, mais depuis hier, le bilan de l'armée israélienne est déjà de 291 morts pour ce qui se passe cette année suite aux attaques du 7 octobre. Un choc pour les militaires. L'armée israélienne, ces jours-ci, se pose donc de nombreuses questions sur l'assaut à mener sur Gaza. Et on comprend avec vos échanges en plateau, tant le Hamas semble y avoir appris des événements du passé, y compris des événements de 2014, la dernière incursion de Tsahal dans l'enclave. Thomas. Merci beaucoup Quentin. Alors, il y a beaucoup de questions nées de votre chronique. On reparlera des tunnels dans un instant. Général Gomar, est-ce qu'on peut parler d'une forme de guérilla urbaine ? Est-ce que c'est à ça que les soldats israéliens vont devoir faire face ? Ah, sans aucun doute. C'est-à-dire que dans un premier temps, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure, effectivement, ils vont conquérir un maximum de terrain et ensuite les fantassins vont débarquer et vont fouiller les maisons, chacune des maisons, et sans doute essayer d'avoir accès aux tunnels. Et que va faire le Hamas ? Le Hamas, évidemment, profitant de ces tunnels et d'un certain nombre de caches préparées à l'avance, va en profiter pour détruire le maximum de soldats israéliens, voire de chars, voire de véhicules blindés, parce que justement, ils profiteront. Quand on attaque, quand on est assaillant, on se met en difficulté en fait, on se met en danger par rapport à quelqu'un qui défend, qui connaît bien son terrain, ce qui va être le cas du Hamas. Donc
Donc oui, ça va être de la guérilla urbaine. Et d'ailleurs, le mot du chef d'état-major des armées israéliennes, Arzi Halevi, à ces soldats, dit concrètement qu'ils vont souffrir, que ça va être dur, mais qu'il faut rester fort et que Tsahal gagnera à la fin. Mais on voit bien qu'ils savent déjà que l'affrontement avec le Hamas ne va pas être simple du tout, puisque le Hamas va rester en partie mélangé avec la population, qu'Israël cherchera à éviter de tuer ou de blesser cette population. Donc oui, ça va être très compliqué pour Tsahal, en effet. D'autant qu'ils arrivent sur un terrain qui aurait été préparé par le Hamas. Oui. Pierre Azou, ces tunnels, ils ont évidemment été reconstruits, ou d'autres ont été construits. On peut imaginer quand même que, même si les services de renseignement israéliens ont en partie failli, et ça a été une démonstration mondiale le 7 octobre dernier, mais il y a des agents qui sont infiltrés. Est-ce qu'ils ont un plan de ces tunnels, d'après vous? Je suis désolé de poser une question aussi basique et aussi précise. C'est une vraie question. Le plus probable, c'est qu'ils aient une vision partielle. Oui. De ce métro de Gaza. Mais imaginez le métro à Paris. C'est comme si vous aviez le plan de 3-4 lignes. Il vous en manque quand même beaucoup. Donc en fait, ils veulent avoir l'idée la plus claire. Je crois aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les otages israéliens. Bien sûr. Et la logique, si on peut dire cynique ou opérationnelle, c'est de répartir les otages israéliens partout, y compris dans les tunnels. C'est-à-dire dans les tunnels, dans les bâtiments, dans des caves, etc. Parce que dans les tunnels, la problématique des soldats israéliens, c'est pour détruire un tunnel, par exemple, on peut l'étouffer, l'effondrer, mettre des gaz, l'inonder, enfin il y a des tas de procédés. Mais s'ils font ça, comment peuvent-ils être certains qu'il n'y aura pas également des otages à l'intérieur? Donc il faut qu'ils résolvent eux-mêmes finalement ce dilemme et qu'ils essayent de limiter les dégâts en se disant, ma compréhension c'est plutôt progressons petit à petit, c'est-à-dire nettoyons entre guillemets, ou contrôlons ou détruisons des portions de tunnels uniquement qu'on est à peu près certain que les otages ne sont pas là. Toujours à propos des otages, je vous propose d'écouter tout de suite le porte-parole de la branche armée du Hamas. Israël parle depuis hier d'un chiffre autour de 200 otages, 199. Lui va plus loin, des comptes un peu sordides et macabres. On l'écoute. Nous pouvons estimer que le nombre d'otages à Gaza est entre 200 et 250, ou même plus. 200 d'entre eux sont aux mains des brigades Al-Qassam et d'autres factions détiennent les autres. Et avec une particularité, on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est qu'il y a beaucoup de binationaux, il y a beaucoup de pays qui finalement sont concernés, ça donne une dimension internationale aussi à la situation, notamment les Américains. Anne Désine, il y a le bilan américain, c'est 30 morts et 13 disparus ou otages. On est dans ce flou côté américain. Est-ce que c'est un enjeu dans les médias américains, ou même vous nous parliez de la politique, de la campagne présidentielle américaine, est-ce que le sort des otages binationaux est un enjeu? Oui, c'est un enjeu. Alors, tout d'abord, une chose facile, c'est instrumentalisé par les républicains qui expliquent que Biden est nul. Mais ça, c'est facile, ils disent qu'il est vieux, qu'il est nul. Bon, voilà, c'est pas un scoop. Non, c'est difficile parce que la communauté juive est une communauté très puissante aux États-Unis. La plupart d'entre eux défendent Israël. Il y a un gros lobby qui s'appelle AIPAC, qui sont derrière Biden en lui disant il faut absolument soutenir Israël, quoi que fasse Netanyahou. Eux se moquent de l'aide humanitaire, eux se moquent des civils. Mais il y a un autre lobby plus récent qui s'appelle J Street, qui lui habituellement a des positions très pro-paix et État palestinien, donc un partage avec deux États. Et là, il y a une sorte de clivage entre les dirigeants qui sont relativement très pro-Israël, plus que d'habitude, et d'anciens dirigeants de ce même lobby qui expliquent pourquoi ce changement d'attitude. Nous avons toujours été en faveur de la paix et en faveur de deux États. Donc l'opinion est très divisée, et là encore, Biden doit naviguer, doit manœuvrer entre tout ceci en essayant de garder une unité. Alors, il a nommé un envoyé spécial au Moyen-Orient, dont l'une des tâches est de voir ce qu'il peut faire pour les otages. Mais ce n'est pas simple, et cela ferait un peu désordre si Biden négociait simplement pour les otages américains et laissait les autres se débrouiller. Évidemment. Un mot, je repose un peu, oui. Parfois un peu têtu, mais je vais vous poser la même question que j'ai posée à Anne Désine tout à l'heure sur une hypothèse d'intervention des forces spéciales américaines. On sait que certains d'entre eux, notamment ceux qui étaient intervenus au Pakistan,
pour trouver Ben Laden, j'y arrive, sont présents dans la région. Est-ce qu'on peut imaginer une action coordonnée ou pas du tout, parce qu'on est sur le sol israélien? Non, je n'y crois pas un instant. Vous n'y croyez pas? Que la solution soit proposée au commandement israélien, à l'état-major israélien, ça reste possible. Mais surtout, ce qui est important, c'est le renseignement acquis par les Américains, qui est largement partagé, comme le renseignement occidental. D'ailleurs, je pense que le renseignement français est en partie échangé avec les Israéliens. De façon, effectivement, comme les Français ont aussi sans doute peut-être des otages, j'allais dire, il doit y avoir une cellule de renseignement commune, en tous les cas, une cellule qui partage ces informations. Quand vous dites renseignement, ce sont des agents physique, c'est de la surveillance satellite? Renseignement, c'est plus de l'imagerie satellitaire, c'est plus de l'interception, du renseignement cybernétique, voire pourquoi pas du renseignement humain, c'est-à-dire de sources, parce qu'il est possible qu'un pays ou l'autre ait peut-être des sources humaines au sein de Gaza. Ça reste envisageable. Alors, juste pourquoi le New York Times rapporte que l'administration Biden a dit si les ennemis d'Israël élargissent le conflit et ouvrent des nouveaux fronts, les États-Unis pourront entrer directement en guerre. Ça, ce sont des propos que le New York Times rapporte. Oui, pourquoi ça reste possible, ça reste possible. C'est-à-dire que je pense que la présence des deux groupes aéronavals en Méditerranée orientale sont là pour dire si quelqu'un attaque Israël ou si ce conflit s'élargit, nous interviendrons. En fait, pour l'instant, on montre ses muscles. Maintenant, l'intervention de forces spéciales américaines au sol en Israël, ça reste possible, mais je ne pense pas que ça soit le cas réellement. Allez, on va parler du risque d'extension du conflit dans un instant, mais je voudrais quand même consacrer quelques minutes aux conséquences. Il y a ce terme de dommages collatéraux. Enfin, c'est une façon édulcorée de dire que des milliers de civils palestiniens vont sans doute perdre la vie dans les prochains jours. Et je vous propose d'entendre l'ambassadeur palestinien, justement, aux Nations Unies, qui, ce matin, lançait un appel sur ce thème. On l'écoute. N'envoyez pas le signal que la vie des Palestiniens ne compte pas. N'osez pas dire qu'Israël n'est pas responsable des bombes qu'il largue sur leur tête. Ne justifiez pas les meurtres, ne blâmez pas la victime. Et je le répète, ne le faites pas. Ne faites pas cela. Ce qui se passe à Gaza n'est pas une opération militaire. Il s'agit d'une attaque en règle contre notre peuple. Il s'agit de massacres de civils innocents. Pierre Azou, je rappelle le bilan de l'opération de 2014 que nous donnait Quentin Calmet tout à l'heure, 2000 morts, 12 000 blessés palestiniens. On se dirige, même si beaucoup de civils ont fui vers le sud, on voit bien les précautions qui sont aussi liées aux pressions diplomatiques, on l'a compris, de Netanyahou, mais enfin, c'est inéluctable là aussi. Je suis historien aussi, donc revenir un peu sur un point. Depuis le début des affrontements entre, on va dire, commandos israéliens et palestiniens, donc ça remonte aux années 1950, donc c'est pas hier. Israël, dans sa posture dissuasive, a toujours montré dans les combats qu'au résultat du bilan, les pertes, disons, soit arabes, soit palestiniennes, étaient de 5 à 6 fois supérieures à celles des pertes israéliennes. Pourquoi ? Pour clairement établir une dissuasion très claire, c'est vous attaquez Israël, vous allez en payer le prix. Là, finalement, si on regarde pour le moment les pertes, les Israéliens se disent notre posture dissuasive a été atteinte. Et quelque part, comme le disait très bien le général Gomar tout à l'heure, il faut rétablir une posture de dissuasion et quelque part montrer à l'adversaire quel qu'il soit, parce que le conflit peut s'étendre y compris en Cisjordanie. On parle du front nord et de Gaza, mais ça peut être à Jérusalem et en Cisjordanie. Ça veut dire tuer sciemment des civils, ça? C'est ce que vous laissez entendre? Non, mais parce que c'est ce que j'entends, je lis entre les lignes en quelque sorte. Non, ça veut dire plutôt mener des opérations militaires en étant conscient qu'il y a un risque de perte collatérale, comme disait le général. Et que, et puis on n'est pas dupe de la stratégie du Hamas de placer souvent des civils aux endroits où ils sont. Et que si le Hamas utilise des boucliers humains, quelque part, il va en payer le prix.
Allez, on ouvre le chapitre plus directement diplomatique, même si on l'a évoqué déjà dans ce débat. Donc cette visite de Joe Biden demain, rencontre avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Il va aussi en Jordanie, il va rencontrer le roi, le président égyptien et le responsable de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Laetitia, je me tourne vers vous. Pourquoi Joe Biden s'implique? Est-ce qu'il s'implique de façon personnelle, d'une certaine façon? Oui, sur cette visite en Israël, oui, c'est lui personnellement qui l'a décidé. Alors, on a noté que c'est vrai que c'est rare pour la Maison-Blanche d'improviser des déplacements présidentiels, d'autant plus quand le pays est en guerre. Mais en février, Joe Biden est déjà allé en Ukraine. L'Ukraine était en guerre, il est allé à Kiev, il s'est rendu à Kiev. Cette fois-ci, Thomas, vous avez raison, c'est lui qui a décidé d'aller en Israël. Alors, certaines mauvaises langues disent que c'est pour montrer, peut-être, c'est sa dernière chance de montrer qu'il a la stature présidentielle et qu'il n'est pas trop vieux pour se représenter. Mais surtout, il ne se déplace pas en terre inconnue. Alors, on connaît aussi ses relations, on va dire, tumultueuses avec le Premier ministre israélien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dialogue? Est-ce qu'il sera possible? Écoutez, c'est vrai que dans la mémoire diplomatique et politique, on a en tête la visite, quand il était vice-président de Joe Biden en 2010, et d'un Benjamin Netanyahou, alors encore Premier ministre, qui l'humilie. Ça, c'est le terme qui est resté de cette visite. Pourquoi? Parce qu'il annonce plus de 1000 logements en plus à Jérusalem-Est. D'accord, n'est pas prévu l'extension des colonies à l'agenda de la visite. Mais surtout, ces deux hommes-là, Thomas, se connaissent depuis 40 ans. Ce sont les pires ennemis ou les meilleurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent très bien, qu'ils se parlent. Et vous avez raison, madame, ils se sont parlé directement déjà plusieurs fois. Et toute la visite de Joe Biden a été préparée. Finalement, Blinken, lui, il est allé sur le terrain, il n'a servi qu'aux répétitions. Joe Biden va venir, tout a déjà été décidé en amont. Et c'est pour cette raison que les médias israéliens ont laissé fuiter là, la durée de la visite. Elle va durer 5 heures. Demain, ça va être express. Alors, bien sûr que c'est pour des raisons de sécurité, mais aussi pourquoi? Parce que ce qui compte demain, c'est l'image, c'est le symbole. C'est cette visite de la première puissance occidentale en Israël. Je vous rappelle que c'est Netanyahou qui a demandé à Biden de venir. Donc, cette image, cette photo, nous l'aurons, peut-être pour la postérité de Biden. En tout cas, l'histoire retiendra qu'un président américain s'est déplacé en Israël quand Israël était en guerre. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Anne Désine, effectivement, l'un des enjeux de la campagne, mais c'était le cas avant cette relance du conflit israélien, évidemment, avec l'Ukraine. L'une des critiques, c'est pas un chef de guerre, il peut pas porter ce costume de chef de guerre parce qu'il est trop vieux. Je voudrais d'abord vous entendre sur les relations entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est aussi exécrable qu'on le dit? Ou est-ce que c'était aussi exécrable qu'on le dit? Alors, disons que récemment, elles ne sont pas bonnes, mais elles sont anciennes. Donc cela donne une certaine fluidité. Depuis que Netanyahou se maintient au pouvoir de façon peu démocratique, et surtout depuis qu'il a essayé de changer complètement le régime, en particulier en s'attaquant à la Cour suprême, Biden, qui a comme message la défense de la démocratie, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs, s'en est pris à l'évolution d'Israël. Et il faut aussi comprendre que c'est à cause de cette guerre intérieure en Israël, des réservistes qui refusaient de s'entraîner ou même de se présenter, que Israël était affaibli. Et on peut penser que c'est une des raisons pour lesquelles le Hamas a frappé maintenant, quand le pays, d'abord, était concentré ailleurs et non pas sur la bande de Gaza, était concentré sur ses réformes et donc était moins préparé que d'habitude. Ça n'explique pas le défaut de renseignements terrible. J'espère qu'il y aura une commission d'enquête et que l'on comprendra. Donc voilà, il y a un petit peu tout cela. Je pense que Biden est venu parce qu'il pense que c'est une bonne idée. Effectivement, il était allé à Kiev, mais je pense qu'il ne vient pas gratuitement. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit. Il y a eu un compte-rendu de leur conversation, mais peut-être il a extorqué un certain nombre de choses à Netanyahou. De toute façon... Il lui a promis aussi, on parle d'une promesse qui concernerait l'Iran, et notamment la force nucléaire en Iran. Oui, alors moi, je n'y crois pas trop. Biden a vraiment tapé très fort. Il a expliqué dans ses discours. Et il faut savoir que ces discours sont bons parce que même les républicains ont trouvé que les discours étaient bons sur Israël. Donc ça, c'est quand même étonnant. Et il a dit, tous ceux qui auraient envie d'intervenir, tous ceux qui auraient envie de vous mêler, État ou non-État, don't, n'y allez pas. Là, vous aurez la dissuasion américaine. De là à intervenir... Je n'y crois pas trop, ce serait vraiment ouvrir la porte, ce serait
Mais l'Iran a ses propres problèmes. L'Iran va peut-être décider de se tenir à carreau et d'agir de façon indirecte. Je vous donne la parole tout de suite, mais je voudrais écouter cette réaction du roi de Jordanie, le roi Abdallah II de Jordanie, donc qui va rencontrer Joe Biden également dans les prochains jours, qui parle du risque d'extension du conflit avec des mots très forts. On l'écoute. Toute la région est au bord du gouffre. Ce nouveau cycle de mort et de destruction nous y pousse. La menace d'une extension de cette guerre est réelle. Le coût qu'elle entraînera pour nous tous est trop lourd à porter. Tous nos efforts sont nécessaires pour nous assurer que nous n'en arriverons pas là. Pierre Azou, votre avis sur ce risque? Est-ce qu'il est surestimé? Est-ce qu'il est réel? Alors, je pense qu'il est surestimé au niveau des États, mais qu'il reste réel au niveau des groupements, des organisations, notamment le Hezbollah, les miliciens. Quoique le Hezbollah, on pourra en discuter. Par rapport au roi Abdallah, la Jordanie est extrêmement fragile. Et clairement, si Biden vient également en Jordanie après être passé en Israël, je crois que le message qui fait passer par rapport à une des questions dont on discutait tout à l'heure, le message, c'est « je reste le patron ». Et je reste le patron des relations internationales et de la géopolitique dans la région, alors même que tous les monarques et tous les dirigeants, disons, du Moyen-Orient se tournent vers Pékin et vers la Chine, que les Chinois se disent on est en train de faire carton plein dans la région. Biden, tel le vieux lion, réagit, vient sur place et dit on est toujours là et il faut compter avec nous. D'ailleurs, ce sera un des enjeux des prochains mois. On va avoir de multiples débats pour l'analyser. Et qui prendra la main parce qu'il va y avoir des négociations, sans doute y avoir un processus de paix qui sera relancé. Pas tout de suite, on est bien conscient, mais qui prendra la main de ces négociations? Ça va être passionnant. Et c'est clairement pour rappeler à tout le monde que, bien sûr, il y a l'axe de négociation Iran, Qatar, Turquie, qui a sa ligne, entre guillemets, mais qu'il y a aussi l'axe Égypte, Jordanie et États-Unis, qui reste très fort et qui n'entend pas lâcher le morceau. Et que, quel que soit le résultat des négociations, enfin, s'il y a des négociations à un moment donné avec les Palestiniens ou avec les acteurs régionaux, bien évidemment, les États-Unis entendent bien en faire partie. Et la France dans tout ça? Petit, tout petit, moyen? L'Union européenne, peut-être. Oui, bon. Vous ne préférez pas répondre. Christophe Gomard, peut-être, il nous reste 2 minutes. Sur la présence des porte-avions, c'est clairement un message de dissuasion, d'abord en direction de l'Iran. Est-ce qu'on peut l'analyser comme ça? Oui, mais également vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des Russes. C'est-à-dire que c'est la présence militaire américaine et sa puissance américaine. Il faut imaginer ce que c'est qu'un porte-avions américain. Il fait le double de taille par rapport au porte-avions français. Il y a une centaine d'avions à bord. Ils ont l'escorte. Dans l'escorte, ils ont des frégates lance-missiles avec des Tomahawks. Ils ont des sous-marins qui sont sous l'eau. Donc oui, on montre la puissance militaire américaine, de fait absente depuis Obama, finalement. Depuis qu'Obama avait refusé de frapper la Syrie. Et donc, on a vu les Russes arriver en Syrie. Et là, c'est un espèce de retour américain dans la région. Fort, puissant. Alors bien sûr, et je rejoins tout à fait cette analyse, de dire, attendez, les États-Unis, nous sommes là, nous n'abandonnons pas, et donc effectivement, il rassure la Jordanie, il rassure aussi sans doute un peu l'Égypte, même si tous ces gens-là parlent avec les Russes ou les Chinois. D'abord parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de finances, ils ont besoin de blé, ils ont besoin de tas de choses, mais ce qui est certain, c'est que la puissance américaine est présente. Un dernier mot de conclusion, Anne-Désine, c'est un changement de pied contraint et forcé? Voilà, ils ont voulu quitter le Moyen-Orient de façon à utiliser leurs ressources pour le pivot vers l'Asie, pour contrer la Chine, etc. Et là, de même qu'ils ont été contraints de revenir en Europe à cause de la guerre contre l'Ukraine, ils sont contraints de revenir au Moyen-Orient parce qu'il faut qu'ils rappellent leur leadership dans cette région aussi. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Anne-Désine, je rappelle le titre de votre livre, Les États-Unis et la démocratie, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. À très bientôt sur Public Sénat.